Monsieur le ministre, cher Nicole Notat, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs, que je vois par l'intermédiaire d'écrans, qui est très nombreux derrière les écrans qui sont à côté de moi, que je salue tous. Nous lançons aujourd'hui le Ségur de la santé avec deux convictions simples. D'abord, nous vivons des temps exceptionnels. Et ensuite, on ne répondra pas à la crise que nous connaissons, à son ampleur, par des demi-mesures, mais par des choix forts, rapides et assumés. Je pense qu'il serait difficilement compréhensible et probablement insupportable pour nos concitoyens, pour les médecins, pour les infirmiers, pour les aides-soignants, pour tous ceux qui ont, du point de vue sanitaire, médico-social, répondu à la crise, que cette crise que nous avons traversée ne soit pas l'occasion de changements radicaux. Que les applaudissements des Français à 20h envers nos soignants ne soient que des applaudissements, mais pas les prémices d'une réaction forte. Que nous n'utilisions pas ce moment pour dénouer les blocages du système que nous connaissons, que certains dénoncent depuis longtemps, et qu'il faut aujourd'hui lever. Le Ségur de la santé permet de réunir tous les acteurs de la santé et du grand âge, d'abord pour partager l'expérience de la crise, et ça n'est pas sans intérêt, mais aussi et surtout pour construire ensemble l'avenir de l'hôpital et plus largement une nouvelle organisation des soins, pour trouver les moyens d'accélérer la rénovation en profondeur de notre système de santé. Le ministre a eu l'occasion de le dire, vous avez, à bien des égards, eu l'occasion de le dire, il faut aller vite, nous voulons aller vite. La concertation qui commence aujourd'hui doit déboucher sur des décisions en juillet. Vu l'ampleur des défis, le calendrier est serré. Mais la demande des personnels soignants exige que nous allions vite. Je connais les qualités d'écoute, de ténacité, de créativité de Nicole Notat, et je sais qu'elles garantissent le bon avancement et, je l'espère, le succès final de cette phase de concertation. Chère Nicole Notat, je mesure la portée et la valeur de votre engagement et je vous en remercie très chaleureusement. Quelques mots peut-être sur les 3 années passées. Avant cette crise sanitaire, nous avions déjà fait le diagnostic de la crise de notre système de santé. Ce diagnostic, et pour le dire trop vite probablement, c'était des personnels en quête de sens, un système bloqué, un système appauvri. Avec Agnès Buzyn, qui connaissait bien les difficultés de l'hôpital et qui a porté une véritable ambition de transformation, le gouvernement a bâti le plan Ma Santé 2022, puis en novembre 2019, le plan d'urgence pour l'hôpital. Notre stratégie, elle était fondée sur des principes simples, souvent en rupture d'ailleurs avec ceux qui avaient pu être défendus précédemment. Nous avons mis fin à la sempiternelle baisse des budgets de la santé. Cessez de demander à l'hôpital de faire toujours mieux avec moins et à la médecine de ville de s'organiser sans lui en donner les moyens. Nous avons commencé à privilégier la qualité des soins plutôt que les logiques comptables. Nous avons commencé à casser les logiques de silos pour encourager les coopérations entre la médecine de ville et l'hôpital, le secteur médico-social. Je continue à penser que c'était le bon cap. On verra d'ailleurs si les concertations le remettent en cause. Je le dis avec humilité, le gouvernement sera à l'écoute pour compléter ces grands axes s'ils s'avèrent lacunaires. Ce que je crois, c'est que la crise exige de nous non pas nécessairement de changer de cap, mais très certainement de changer de rythme. Ce que la crise exige de nous, c'est que le rythme du changement et les moyens nouveaux pour l'hôpital changent le quotidien des personnels soignants dans les tout prochains mois. Ce que la crise exige de nous, c'est que nous prenions les mesures nécessaires pour déverrouiller un système bloqué depuis des lustres. Je pense que nous pouvons le faire. Ce que la crise nous a enseigné est important également. Car en ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, la crise sanitaire que nous venons de traverser est à la fois un révélateur et un accélérateur. Il vous appartiendra, dans les prochaines semaines, d'en détailler les enseignements. Et chacun peut avoir sa conviction à ce stade. Mais l'image que nous nous ferons collectivement
de ces enseignements sera forcément plus précise, plus nette, et je dirais plus féconde, si elle est dressée collectivement. Pour ma part, je voudrais simplement indiquer ce que je retiens. Ça ne vaut que ce que ça vaut, c'est ma façon de retenir ce que j'ai vu. D'abord, la mobilisation, à bien des égards extraordinaires, de l'ensemble du système et d'abord des soignants. Je veux saluer, au nom du gouvernement, au nom des Français, les efforts individuels unanimement reconnus. Les journées et les nuits, dans l'épreuve, nous obligent. Ils ont révélé, s'il en était besoin, que certains niveaux de rémunération n'étaient pas à la hauteur d'un tel engagement. Cet effort individuel, cet engagement individuel, il faut le saluer, il faut le reconnaître. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. Mais je voudrais aussi saluer l'effort collectif entre médecins, infirmiers, aides-soignants, administratifs, bien au-delà des logiques de service entre l'hôpital, la médecine de ville, le secteur médico-social, entre le public et le privé. Il y a quelques semaines, je suis allé à Strasbourg voir les personnels de l'hôpital qui avaient fait face. Et j'avais été frappé de constater que c'était exactement ce message qu'ils voulaient transmettre. La remarquable mobilisation de tous, des soignants bien entendu, d'abord des soignants, mais de tous, dans une capacité à coordonner des choses qui traditionnellement n'étaient pas si faciles à coordonner. Ça veut dire qu'il y a eu un dépassement collectif, et ce dépassement collectif, il faut le saluer, au moins autant que le dépassement individuel. D'une certaine façon, une nation, ça n'est pas seulement des héros individuels. Notre pays, qu'on aime souvent à décrire comme pétri d'esprit de système, notre pays, en vérité, aime les individus, mais n'aime pas les systèmes. Eh bien moi, je suis Premier ministre et je le dis devant vous, avec force, le système de santé français a été remarquable. Il a tenu, du directeur d'hôpital à l'aide-soignant, du médecin à l'administratif, du public au privé, de l'hôpital à l'EHPAD, que tous ceux qui font vivre ce système, qui en sont à la fois les rouages et les architectes, en soient remerciés et surtout qu'ils en soient fiers. Deuxième enseignement que je retiens, c'est le fait que beaucoup d'obstacles au changement ont pu être levés. Des réformes dont la mise en œuvre était difficile ont connu des accélérations fulgurantes au grand bénéfice des patients. L'exemple le plus frappant, c'est celui de la télémédecine, dont l'usage a explosé depuis mars. Des procédures qui étaient vécues comme des carcans ont été suspendues. La crise, d'une certaine façon, nous a imposé, comme par nécessité, un choc de simplification. L'enjeu, c'est de sortir du mode de gestion de crise, tout en conservant les simplifications. Troisième et dernier enseignement, une organisation vraiment territoriale tournée vers les patients a vu le jour. Il y avait urgence, il fallait accueillir tous les patients, quel que soit le niveau de gravité qu'ils présentent. Dans chaque territoire, sous l'impulsion des agences régionales de santé, dont je veux à nouveau saluer la mobilisation, chacun s'est organisé autour de cet objectif de prise en charge des patients. Les hôpitaux du groupement hospitalier de territoire, les acteurs de l'ensemble du tissu hospitalier, y compris le secteur privé, les médecins de ville, les infirmières de la communauté professionnelle de territoire, les acteurs du médico-social, notamment les EHPAD. Hôpitaux publics et cliniques se sont entendus pour déprogrammer les soins non urgents, créer des places de réanimation, se coordonner sur les soins de suite. Des réseaux de soins gériatriques, des liens entre hôpitaux, médecine de ville, EHPAD ou établissements médico-sociaux, que nous n'avions jamais réussi à établir, ou en tout cas qui n'avaient jamais eu véritablement cette force et cette ampleur, se sont tissés en quelques semaines. Finalement, grâce à la mobilisation des soignants, grâce à cette levée des freins bureaucratiques, grâce à cette organisation territoriale qui s'est affirmée dans l'urgence, le système de santé n'a jamais failli pendant la crise et les patients ont pu être pris en charge sans que l'on constate les situations dramatiques qui ont pu advenir dans d'autres pays. Je ne dis pas que tout cela s'est passé facilement, ça ne s'est pas passé facilement. Ça s'est passé dans une pression, dans une urgence, et parfois avec des angoisses, de la part de tous ceux qui réalisaient cet effort absolument considérable. Je ne les mésestime pas. Mais j'observe que ça s'est passé. Et que ça s'est passé dans des conditions qui font effectivement honneur au système que je décrivais. J'ai entendu beaucoup de critiques à l'encontre de l'État, à l'encontre de la fonction publique ces dernières semaines. Et il y a bien sûr
eu de grandes difficultés, et il est de notre devoir de les identifier, de les comprendre, de les corriger. Mais les Français peuvent être fiers de leurs fonctionnaires, fiers de leur hôpital public, fiers aussi d'un système de santé qui s'appuie sur des acteurs au statut éminemment différent, mais complémentaires, et qui ont montré qu'ils savaient travailler ensemble. Il faut que ce Ségur de la santé démarre par un discours de vérité, qu'aucune faiblesse ne soit masquée. Mais il y a une différence entre les discours de vérité et l'autodénigrement. Le French bashing que les ultralibéraux, les ultra-étatistes et surtout les ultra-commentateurs nous infligent à longueur de journée. C'est aux acteurs maintenant de prendre la parole. Je voudrais qu'on les écoute, qu'on ne plaque pas sur leurs propositions des grilles d'analyse qui seraient toutes prêtes, et qu'on se retrousse les manches pour mettre en œuvre les transformations nécessaires. Voilà donc le moment de nous remettre à l'œuvre avec le sentiment de l'urgence, et je le répète, avec la possibilité que nous donne ce moment de profondément bouger les lignes. À mon sens, il y a 5 enjeux clés pour ce Ségur de la santé. D'abord, être capable de montrer notre reconnaissance aux soignants et de garder intacte leur motivation et leur vocation. Cette reconnaissance, elle est immense dans notre pays et elle se traduira, le président l'a dit, dans les rémunérations. Sur ce point, je le dis sans ambiguïté, la revalorisation sera significative, comme le sera l'augmentation de l'ONDAM dans les années à venir. Mais le chantier de la reconnaissance des soignants concerne en réalité tous les enjeux de ressources humaines. Il faut également agir sur les déroulés de carrière, sur les métiers eux-mêmes. Je pense notamment aux formations, aux coopérations entre professionnels, aux pratiques avancées, aux compétences. Des avancées ont d'ores et déjà été enclenchées ces derniers mois. Il faut aller plus vite, il faut aller plus loin. Dans ce cadre, la question du temps de travail n'est pas taboue. Le ministre des Solidarités et de la Santé l'a lui-même évoqué. Là encore, le maître mot doit être celui du pragmatisme. Je ne préjuge pas ici du résultat des discussions. Elles se tiendront dans les prochains jours. Mais j'ai dit qu'il fallait lever les contraintes de toute nature. Le temps de travail doit être regardé de la même façon. S'agissant des médecins, la crise est l'occasion de débloquer la question des statuts du médecin à l'hôpital. Tel qu'il existe aujourd'hui, je ne suis pas convaincu que le statut de praticien hospitalier soit le seul adapté aux besoins et aux aspirations de la nouvelle génération de médecins. Nous devons adapter les conditions d'exercice à la variété des parcours, reconnaître aussi l'engagement dans des activités non cliniques, des activités de recherche, d'enseignement, de management. Les négociations débuteront demain avec l'ensemble des organisations syndicales et des fédérations. Elles doivent aboutir d'ici le début du mois de juillet. Le deuxième enjeu que je voudrais évoquer, c'est celui de l'investissement et des modalités de financement de l'hôpital. S'agissant de l'investissement, nous avions annoncé la reprise d'un tiers de la dette des hôpitaux publics, soit environ 10 milliards d'euros, ainsi que le lancement d'un plan d'aide à l'investissement de proximité de 150 millions d'euros par an. Il faut aller plus loin et nous lancerons un vaste plan d'aide à l'investissement qui viendra compléter cette reprise massive de dette. Mais il faut aussi réorienter ces investissements. Une partie de ce programme doit être dédiée aux investissements au niveau des territoires pour accélérer les coopérations entre la ville, l'hôpital, le médico-social et entre le public et le privé. À la lumière de ces orientations, les règles de fonctionnement du comité interministériel de performance et de modernisation de l'offre de soins, le fameux COPERMO, devront être revues. Certainement pas pour se lancer dans une course effrénée à la construction de nouveaux bâtiments, comme on a parfois pu le constater, mais pour accélérer les projets, les ancrer dans les besoins réels des territoires, accompagner les hôpitaux dans leur démarche de désendettement et financer tous ces projets d'investissement qui, sans être spectaculaires, certains diraient même peut-être pharaoniques, sont indispensables au fonctionnement quotidien et à la préparation du futur des hôpitaux. S'agissant des modalités de financement, on a beaucoup écrit et beaucoup débattu de l'évolution des modalités de financement, notamment de la fameuse T2A, la tarification à l'activité. Beaucoup de travail a été accompli par les équipes en charge de ce sujet, mais nous devons passer beaucoup plus rapidement à la mise en œuvre. Dès 2021, je souhaite que soit mise en œuvre la réforme du financement de la psychiatrie, la réforme du financement des urgences, et que nous poursuivions celle des soins de suite. J'insiste aussi pour que nous atteignions notre objectif d'augmentation de la part de la qualité
pour atteindre 2 milliards en 2022 et ainsi réduire sous les 50% la part de la T2A. Bon, j'ai parfaitement conscience que pour beaucoup des Français, dire qu'on va passer la barre, qu'on va diminuer la part de la T2A en dessous de 50%, c'est intéressant sans doute, mais c'est peut-être un peu ésotérique. Et c'est vrai que c'est horriblement technique, cette question du financement de l'hôpital. Mais il se trouve, et ce constat me paraît assez largement partagé, que la façon dont l'économie de l'hôpital fonctionne, dont les recettes de l'hôpital peuvent entrer, qui repose, et c'est vrai, beaucoup sur cette fameuse T2A, a démontré toutes ses limites, pour le dire poliment. Et il faut donc essayer de trouver un système plus intelligent, plus respectueux de la qualité des soins, plus respectueux de la qualité du travail des soignants, et moins ancré sur la nécessité de multiplier les actes pour dégager des recettes. C'est assez facile à formuler, on l'avait d'ailleurs fait il y a quelques mois, quelques années. C'est plutôt plus difficile à mettre en œuvre. Et pour cela, il va falloir être collectivement intelligent et trouver les bons mécanismes. Mais je le dis clairement, nous devons faire en sorte que cette T2A ne soit plus l'unique boussole du financement des activités hospitalières. Le troisième enjeu, c'est de lever les freins à la réforme du système de santé et que, au fond, tous ceux qui sont derrière ces écrans, tous ceux qui nous regardent, soient les acteurs de cette réforme. Beaucoup l'ont dit, vous avez eu le sentiment pendant la crise de vous affranchir de contraintes superflues, de libérer vos énergies, de retrouver le goût du métier. Comme je vous le disais, la crise a permis la matérialisation d'un choc de simplification maintes fois espéré et jamais constaté. Il nous faut à tout prix le conserver dans tous les domaines, le fonctionnement interne des hôpitaux, les liens avec les ARS, les ressources humaines. Je voudrais faire sur ce sujet 3 remarques rapides. D'abord, regardons le sujet que j'évoquais tout à l'heure, celui de la télémédecine. Ces usages se sont extraordinairement développés. Beaucoup de médecins, beaucoup de patients se la sont parfaitement appropriés. Je pense qu'on doit tirer ensemble les enseignements de cette évolution pour voir dans quelles conditions nous pouvons la prolonger. Deuxièmement, et je ne veux pas me payer de mots, je le sais, mon gouvernement n'est pas le premier à dire qu'il faut remettre le patient au centre des systèmes de soins. Peut-être même certains d'entre vous écoutent ces principes et un Premier ministre les répétait avec une forme de résignation et de lassitude. Je ne peux pas complètement l'exclure. Mais il se trouve que le moment nous oblige tous à changer définitivement la donne sur le terrain. Que l'on mesure systématiquement la qualité des soins, qu'elle se traduise dans la rémunération aussi, pour reconnaître mieux l'engagement personnel de chacun. Admettons ensemble que cette priorité ne s'est pas trouvée traduite suffisamment dans les faits jusqu'à présent, et je le dis en ayant conscience de formuler quelque chose qui relève de la litote. Troisième remarque, la question de la gouvernance, et notamment de la gouvernance hospitalière. Certains voudraient en changer les règles. La mission Clarisse nous fera certainement les propositions utiles en la matière. Je voudrais pour ma part faire une observation, qui sera peut-être contestée, sans doute d'ailleurs, et tant mieux d'une certaine façon. Je ne suis pas sûr que les règles actuelles de gouvernance aient posé pendant la crise, et je parle bien pendant la crise, de réelles difficultés. Ma conviction profonde, c'est que la réponse réside bien plus dans le mode de management que dans les règles de gouvernance. Ma conviction encore plus profonde, c'est qu'on peut faire toutes les règles de gouvernance que l'on veut. Si on ne sait pas trouver les bonnes équipes de management, administratives et hospitalières, on a toujours des problèmes. Ce qui a fonctionné dans la crise, ça a été un mode de management efficace, qui responsabilise chacun dans son rôle, avec des vraies possibilités d'agir. Je crois donc qu'il serait utile de réfléchir aux moyens de renforcer cette voie, par exemple pour ce qui est de l'hôpital, en généralisant les délégations d'enveloppes au niveau des services, par exemple. Quatrième enjeu, bâtir une nouvelle organisation du système de santé dans chaque territoire, intégrant l'hôpital, la médecine de ville et le médico-social. Cette organisation au niveau territorial a été une des conditions de la bonne réponse apportée par le système de santé pendant la crise. À certains endroits, on pouvait s'appuyer sur des dynamiques qui étaient déjà à l'œuvre. Je pense par exemple à la structuration de la médecine de ville avec la mise en place des assistants médicaux et le déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, qui avaient commencé à essaimer avant la crise et qui doivent impérativement se relancer
et être soutenus comme cela est prévu par les accords conventionnels d'ailleurs. Si nous amplifions cette dynamique collective avec tous les professionnels de santé concernés, nous devons pouvoir couvrir tout le territoire de ces PTS d'ici 1 an. D'autres formes de coopération territoriale ont pu être éprouvées pendant cette crise pour prendre en charge et suivre les patients Covid à domicile en lien avec l'hôpital ou pour organiser la prise en charge des personnes âgées à domicile ou en EHPAD avec la ville, l'hôpital ou l'hospitalisation à domicile. Là encore, les retours d'expérience devront permettre d'identifier les meilleures pratiques et d'en tirer les enseignements. 5e et dernier enjeu, le numérique. J'ai mentionné la télémédecine. Je voudrais également mentionner 2 autres sujets qui me semblent transformants pour notre système de santé. D'abord, la nécessité de mieux exploiter nos données. Il faut que les hôpitaux les partagent plus et que nous bâtissions l'écosystème qui nous permettra de les utiliser au service de la médecine et au service du patient, avec toutes les règles de sécurité évidentes en la matière. Ensuite, l'espace numérique de santé, qui est prévu pour le 1er janvier 2022. S'il avait été en service, il aurait sans doute grandement facilité le suivi des patients à domicile, les interactions entre les patients, qu'ils soient Covid ou non d'ailleurs, et leurs médecins, et le suivi des données permettant d'améliorer la connaissance de la maladie. Plus que jamais, l'aboutissement de ce vieux projet est prioritaire. Voilà, mesdames et messieurs, les 5 mots-clés qui devraient, selon moi, guider vos travaux tout au long du Ségur de la santé, mais ils sont bien entendu évoqués à titre de proposition et n'ont pas vocation à limiter le champ de la discussion. La reconnaissance pour nos soignants, l'investissement massif, l'agilité retrouvée, l'organisation territoriale, la modernisation par le numérique. Le ministre des Solidarités et de la Santé va revenir plus en détail sur la méthode et sur le calendrier. Mesdames et messieurs, cher Nicole Notat, il ne s'agit pas de le faire avec de simples mots, ce sont des actes, des résultats qui sont attendus dans tous les hôpitaux, dans tous les cabinets médicaux, dans tous les EHPAD. À vous incombe cette tâche majeure en utilisant toutes les forces que cette crise a révélées. Et tous, nous pourrons ainsi poursuivre et amplifier la transformation de notre système de santé pour qu'il devienne plus robuste, plus juste et plus efficace. Nous vous donnons donc rendez-vous en juillet. Et avant de passer la parole à Monsieur le ministre, je voudrais, en guise de conclusion de ma conclusion, si vous me permettez, évoquer un sujet qui m'a frappé en observant les chiffres, en observant les cartes et en écoutant les femmes et les hommes qui soignent et qui se sont battus pendant cette crise. C'est la très grande correspondance, à bien des égards, entre la carte de la mortalité et la carte des inégalités. Évidemment, ce n'est pas une correspondance absolue, et chacun pourra déceler là et là des différences. Mais il y a une forte correspondance, ce qui prouve que notre mission, ça n'est pas seulement, et c'est déjà redoutablement difficile, mais ça n'est pas seulement de refonder l'hôpital, de faire en sorte qu'il fonctionne mieux. C'est aussi d'imaginer des politiques de santé publique qui permettent, avant l'arrivée à l'hôpital, de faire en sorte que notre système de santé ait produit des effets. Cela passe sans doute par plus de prévention, par plus d'éducation, cela passe sans doute par une bonne organisation de l'ensemble des acteurs, y compris très avant l'hôpital. C'est là aussi assez facile à formuler, et j'ai bien conscience que c'est redoutablement compliqué à mettre en place. Mais je ne voudrais pas que, alors que s'engage cette discussion, cette réflexion, cette négociation, cette promesse, d'une certaine façon, du Ségur de la santé, que nous soyons comme absorbés par les questions d'organisation et de financement, qui sont essentielles, et que nous oublions les questions de politique publique et d'accès vers les Françaises et les Français, qui ne sont pas moins essentielles. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite d'excellents travaux. Merci beaucoup.